Donc, pour le Q&A, comme on est en duplex, on va effectivement prendre d'abord 2-3 questions sur Lyon. Les questions pouvaient être posées sur la première partie, la féminisation de l'encadrement, et ou sur l'intergénérationnel, auquel cas Paris répondra si c'est sur la première partie et nous répondrons si c'est sur la seconde partie. Et après, je donnerai la parole à Paris, qui prendra également des questions dans la salle, et puis nous répondrons soit sur Paris, soit sur Lyon, en fonction de à qui les questions sont adressées. Donc, je pense qu'il y a des micros qui peuvent circuler. Je vois qu'il reste des micros sur la table. Ah, voilà. Merci. Y a-t-il des questions dans la salle à Lyon? Vos questions pour Paris. On va voir si vous avez suivi Des questions maintenant. pour Paris, ce serait le plus simple. Comme ça, on canalise un peu. Oui, une question. Merci. Donc, c'est une question par rapport à la féminisation des instances de direction. J'ai moi-même eu la chance ou la malchance, je ne sais pas, d'en faire partie. En tout cas, ma conviction profonde, c'est qu'il y a une question d'énergie. Et j'ai malheureusement vu des femmes se transformer en dragons dans des instances de direction, avec aussi une problématique qui est qu'elles se sont tellement battues pour arriver là où elles sont, qu'elles ont une problématique. Voilà, elles se transforment, en fait. Il y a une forme de transformation pour lutter dans des environnements qui sont peut-être des environnements difficiles. En tout cas, c'est ce que j'ai pu constater dans mes propres expériences passées. Et du coup, je m'interroge si, au fond, c'est une question de féminisation ou si c'est aussi une question d'acceptation d'énergies différentes pour qu'il y ait davantage d'apaisement peut-être dans certains comités de direction et peut-être davantage d'ouverture vers des énergies plus posées, peut-être plus féminines, hein, on va le dire. Et ça, ces questions d'énergie, ce n'est pas des questions de genre aussi. Voilà, et je m'interroge sur, au fond, si un des axes qui empêche les femmes d'accéder à des comités de direction, ce n'est pas tout simplement qu'elles refusent, pour certaines, d'aller vers des énergies trop combatives. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose derrière ça? Alors, Corinne, peut-être. Tu Corinne, parlais ouais. du plafond de verre. Alors, par rapport à ça, je crois qu'on l'a un petit peu tous observé, mais personnellement, j'ai l'impression que c'est plus du domaine du passé que du présent. J'ai l'impression que maintenant, il y a quand même une plus grande possibilité pour les femmes qui accèdent à des postes de direction de se comporter peut-être différemment et de ne pas forcément épouser totalement un modèle. Et puis, je voudrais signaler cette fameuse étude, je pense que beaucoup de personnes la connaissent, mais cette formidable étude qui montre qu'en fait, lorsqu'il y a une femme qui rentre dans un comité de direction, souvent, pour se faire accepter, elle est obligée de prendre ses codes masculins, quelque part, et elle n'arrive pas forcément toujours à être totalement avec d'autres codes. Et c'est en ça aussi que les quotas sont intéressants, parce qu'à partir du moment où on n'est plus un oiseau exotique, à partir du moment où on n'a plus l'obligation de se couler dans un moule, on peut mieux exprimer non seulement l'égalité, mais on peut mieux exprimer également la diversité. Donc je pense que plus les femmes seront dans les instances de direction, plus elles pourront exprimer leur diversité au sens large. Donc oui, je crois que c'est tout à fait vrai. Je l'ai beaucoup vu aussi. Je crois que ça l'est de moins en moins, et heureusement. Vous voulez intervenir, Michel? Juste pour faire la référence que Corinne a faite, c'est en fait un vieil article fondateur de sociologie, qui est une des fondatrices de la sociologie de Gender Studies, qui est Rosabeth Kanter. Pour ceux que ça intéresse, notamment pour les académiques, c'est un papier de 1977 dans American Journal of Sociology. Et ce qui nous vaut les quotas, c'est exactement ce que vient de dire Corinne. Vous mettez, mais pas que des femmes, vous mettez n'importe qui, il est tout seul de sa catégorie sociale, et ben, il ne va pas se comporter d'une manière identique s'il y a une taille critique. Et donc l'argument de Kanter, c'est qu'il faut au moins 30-35% d'une minorité pour changer le mode de fonctionnement. Donc
C'est pour ça, vive les quotas, parce que toute seule, c'est vrai que c'est toujours plus dur. Merci. On va prendre une deuxième question à Lyon, peut-être. Une deuxième question sur Lyon, oui. Est-ce qu'il y a des questions ici qui se préparent? Ouais. Oui, il y a une question qui arrive. Bonjour, vous avez évoqué le manque de jeunes filles inscrites dans les filières mathématiques qui sont ensuite destinées à aller grossir le flot des filles dans les écoles d'ingénieurs. Qu'est-ce qui peut être fait sur le plan législatif pour transformer cette réforme qui malheureusement a impacté négativement les inscriptions de filles vers les filières maths physiques? Alors, pour Mais répondre. comme Marie-Pierre Exin n'est plus là, on a du mal à vous répondre pour le législateur. J'ai entendu qu'à Polytechnique, ils envisageaient d'essayer de rattraper les femmes qui étaient dans la filière médecine. Voilà, mais c'est vrai que c'est un peu la limite du législateur. Hein. On ne peut pas imposer juridiquement à des jeunes filles de s'engager dans des études d'ingénieur. Donc, c'est là où le rôle du système éducatif est important. Hein. On sait bien que dans la construction des genres, les parents interviennent de manière importante. Hein. Il y a des études qui sont terribles, hein, qui montrent que nous, en tant que parents, quand nos petites filles ne sont pas bonnes en maths, on s'inquiète nettement moins que quand c'est nos petits garçons. Et même chose pour les instituteurs, hein, c'est bien documenté de manière très rigoureuse. Les instituteurs s'inquiètent plus quand les petits garçons ne sont pas bons en maths que quand c'est des petites filles. Donc, vous voyez, ça va être difficile de changer ça par la loi. Alors, Franck, est-ce que vous pouvez me permettre une question de Paris? Il y a un monsieur qui voulait poser une question. Je vous laisse la parole. Bonjour, Guy Le Péchon de Gouvernance et Structure. Comme certains d'entre vous le savent, depuis la loi de Copé-Zimmermann, je fais des études sur le CAC 40 et en particulier les profils des administratrices. Ces études sont disponibles et l'AME pourra en bénéficier. Je voudrais faire d'abord une remarque. Le travail qui est fait par M. Ferrari est absolument remarquable parce que je sais ce que ça représente, tout ce qui est en dessous. Et je le remercie de parler du fait que l'on ne doit pas parler des moyennes, parce que les moyennes, les bonnes cachent les mauvaises. Donc il faut être très prudent de ce point de vue-là. Ensuite, je voudrais faire une remarque. Actuellement, on connaît bien ce qui se passe sur le SBF 120 pour, en particulier, la loi Copé-Zimmermann. Par contre, on a très peu de données sur toutes les autres entreprises. Or, la loi Copé-Zimmermann et Sauvaget, c'est les entreprises de 250 personnes. Donc là, il y a un manque et on va voir ce manque parce que la directive européenne qui est Women on Board, qui vient de sortir, il faut la transposer en France et la France doit donner des informations à la Commission européenne. Donc là, il y a un travail à faire et je suis prêt avec AME de réfléchir sur la question. Merci beaucoup. Merci beaucoup, parce qu'effectivement, le sujet de la mesure de l'égalité et en particulier comment est-ce qu'on transpose cette fameuse directive européenne et on la lie avec les autres mesures de l'égalité existantes est un sujet qui pour nous va être un sujet majeur en 2025. Donc avec plaisir. Merci. Alors j'ai une deuxième question dans la salle. Je vous laisse la parole. Oui, moi je voudrais plutôt apporter un témoignage, si vous me le permettez. Moi je suis Valérie Brusseau, je suis présidente de l'association Elle Bouge et cadre dirigeante dans l'industrie. Donc je me réjouis et merci de partager ces chiffres en tant que cadre dirigeante de toute l'évolution des lois et des portées extrêmement positives. En tant que présidente Elle Bouge étant une association qui vise à féminiser les accès aux carrières scientifiques et techniques, c'est vrai que cette fameuse réforme des mathématiques, elle est dramatique cette année, puisque dans les écoles d'ingénieurs, il y a 30% de garçons en moins et 60% de filles en moins, le fait de ne pas avoir un tronc commun. Et avec Elle Bouge, nous proposons, et nous, pour toutes les associations telles que l'âme qui travaillent sur ces sujets, 4 grands axes de réflexion pour nourrir le débat public et faire en sorte qu'il y ait plus de filles qui accèdent aux écoles d'ingé, puisqu'elles sont que 24% aujourd'hui,
Et dans ces 24%, il y en a 63% qui pensent que l'industrie n'est pas faite pour elles. Donc il y a encore un peu de travail. La première, c'est une journée nationale sur les stéréotypes, puisque, vous l'avez dit, hein, les parents sont prescripteurs, tous les prescripteurs d'orientation disent que la bosse des maths, elle n'est pas faite pour les filles, mais pour les garçons. La deuxième, c'est une formation obligatoire aux enseignants, puisque sans le vouloir, ils n'enseignent pas les maths de la même façon entre les petites filles et les petits garçons. Dans les écoles d'ingénieurs, des quotas d'entrée aussi entre les filles et les garçons pour moins préserver le pourcentage entre filles et garçons. Et dans les entreprises, une formation obligatoire à la RSE pour que chacun soit sensibilisé. Et vraiment, merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Je trouve que cette soirée est absolument remarquable. Merci beaucoup. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Non, je prends encore une question. Alors, j'ai une dame là-bas qui a posé une question. J'arrive jusqu'à vous. Tenez. Bonsoir, Dominique Podesta. Je suis une ancienne DRH et je suis partenaire chez Louis Dupont Transition. Je voudrais d'abord rendre hommage à Corinne, si vous m'autorisez, qui aurait dû recevoir un prix pour ce qu'elle fait depuis plus de 10 ans. Et qu'on peut applaudir. Parfait. Je voudrais poser une question sur les chiffres qu'on aura peut-être demain ou qu'on a déjà sur la notion de compétence. C'est-à-dire que là, on parle des filles qui doivent devenir ingénieures pour être dirigeantes ou embrasser les maths pour aller effectivement piloter les comptes de gestion des entreprises. La question que j'ai, c'est est-ce qu'on a déjà aujourd'hui des indicateurs qui montreraient qu'en fait, quand on est cadre dirigeante dans une entreprise, on a déjà développé un certain nombre de compétences, on a mis en œuvre des compétences dans des situations complexes et qu'on pourrait tout à fait, au lieu d'aller chercher les savoirs mathématiques ou rationnels qu'on peut trouver dans les écoles, eh bien aller se repérer en fait les compétences des femmes sur d'autres critères que cela. Tout d'abord, merci beaucoup Dominique. Et effectivement, c'est un vrai sujet. Et je voudrais te rendre l'appareil. Tu fais un travail remarquable sur les compétences et le management de transition. Et je trouve qu'il y a véritablement un sujet très profond ici, c'est-à-dire est-ce qu'on peut plus raisonner lorsqu'on ouvre des postes en termes de compétences plutôt qu'en termes de profit. Ça semble une petite différence, mais je crois qu'elle est énorme, la différence. Au lieu de dire on veut cette expérience-là, de passer sur ces job descriptions où en fait on demande d'avoir fait ça, plutôt de dire vraiment qu'est-ce qu'on attend dans le futur, qu'est-ce qu'on attend dans les compétences. Et je rebondis d'ailleurs sur le fait qu'il y a une maxime qu'on entend assez souvent, c'est-à-dire qu'une femme est jugée sur ses réalisations et un homme sur son potentiel. Et donc j'aimerais bien que tout le monde soit un peu plus jugé sur son potentiel aussi. Merci beaucoup, merci à tous les deux. Franck, je vous propose peut-être qu'on accueille de votre côté sur Lyon Nazia Saïd, la coprésidente de l'AM, voilà, qui est en charge de la communication et des relations avec les membres, pour un petit mot de conclusion pour cette belle soirée. C'est bon. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Je viens vous donner une pas bonne nouvelle, hein, parce que Évidence va bientôt se toucher à sa fin. Ce fut encore une édition riche, qui nous a finalement éclairés, très enrichissante, très inspirante. Et c'était important pour moi finalement de vous dire que on vient de voir avec Évidence, avec finalement toutes les évidences qu'on a passées, mais celle-ci, Évidence 2024, l'une des illustrations du savoir-faire de l'âme. C'est réellement l'une des illustrations du savoir-faire de l'âme, c'est-à-dire regrouper des expertes, des experts pour nous éclairer sur la représentativité des femmes dans la chaîne de pouvoir, parce que c'est ce dont il est question ce soir. Cette capacité également à mener des études pour nous éclairer encore davantage sur les priorités et la perception finalement des différentes générations sur l'égalité professionnelle homme-femme. On a vu que ce n'était pas si simple que ça. Et donc du coup, on a hâte finalement de connaître la suite avec finalement l'exhaustivité des résultats.
Et finalement, comme l'a indiqué Corinne en début d'événement, en introduction, comment faire de cette multitude de générations au sein des entreprises une réelle opportunité pour pouvoir finalement aller de l'avant et progresser. Mais je vous donne une bonne nouvelle, là, cette fois, c'est qu'Évidence 2024 ne se finit pas ce soir. Un replay sera disponible dans le site internet et donc du coup pourra être partagé parce que c'est l'une des valeurs de l'âme, de mutualiser et de partager pour qu'on puisse tous et toutes progresser. Donc on aura un replay dans le site internet de l'âme. Nous aurons également un webinaire qui sera organisé, ça c'est une date qu'il faut finalement mettre dans votre agenda tout de suite, le 16 janvier. Il y aura un webinaire où sera présenté justement l'intégralité des études, de l'étude finalement, enfin des résultats de l'étude, pardon, pour pouvoir finalement aller encore plus profondément sur réellement qu'en est-il de cette intergénération et quelles sont les priorités à mettre en place pour pouvoir avancer collectivement sur l'égalité professionnelle hommes-femmes en entreprise, parce qu'il y a d'autres environnements, mais là, on est vraiment en train de parler de l'entreprise. Et également un book. On a l'habitude de faire un book à chaque événement évidence, et donc un book sera également disponible sur notre site internet, et un book qui réunira finalement, il y a eu quand même des grands enseignements ce soir. Donc, c'est bien quelquefois de se remémorer ces enseignements avec quelque chose de concret, parce que l'âme adore être concrète, là, pour le coup. Donc, on va faire en sorte que ces choses-là soient à votre disposition. Parce que l'âme est également généreuse. Et on va continuer finalement notre savoir-faire, parce que notre savoir-faire ne s'arrête pas finalement à évidence. Notre savoir-faire s'illustre toute l'année avec des études, avec des analyses concrètes, avec des retours d'expérience et au sein des entreprises pour qu'on soit finalement très, très concrète et concret tous ensemble et qu'on identifie où se logent finalement ces stéréotypes clairement et où pouvons-nous finalement agir pour progresser tous ensemble. L'année 2025 s'annonce très, très riche. Nous allons continuer à travailler main dans la main avec Marie-Pierre Rixin, nous en sommes fiers. Avec Michel Verrari, nous en sommes encore plus fiers. Merci à vous de répondre présent à nos appels. Et maintenant, j'ai un appel spécifique à adresser aux entreprises présentes aujourd'hui, à l'IAE de Lyon, aux entreprises également présentes au MEDEF, au siège du MEDEF à Lyon. C'est un appel aux entreprises à nous rejoindre parce que collectivement, il sera plus impactant finalement de travailler collectivement ensemble. L'âme regroupe actuellement une vingtaine d'entreprises de secteurs d'activité totalement différentes, mais pour le coup, on travaille un sujet qui est un réel enjeu pour toutes ces entreprises-là qui ont finalement des objectifs et des priorités qui sont quelquefois différentes. Et bien du coup, je fais un appel pour que vous nous rejoigniez parce que réellement, c'est comme ça qu'on sera impactant. On a une année 2025 qui sera riche avec l'intergénérationnel, avec finalement des livres blancs sur les facteurs clés de succès, sur comment finalement, comment mettre en œuvre une égalité intergénérationnelle réellement. Et donc, du coup, rejoignez-nous pour qu'on puisse finalement aller de l'avant. Donc là, maintenant, parce que l'âme, finalement, aime être à l'heure, contrairement à moi. Donc là, je vais donner finalement le micro à Alexandra. Le micro est à vous, madame, pour conclure cette soirée. Nazia, merci beaucoup. On peut applaudir Nazia. Vous l'aurez compris, je pense ce soir, l'idée, c'était pas uniquement de partager des constats, c'était surtout une invitation à se mettre en action. Et ça, c'est possible parce qu'il y a un travail absolument colossal qui est fait par toute l'équipe de l'âme, c'est-à-dire les gens que vous avez vus sur scène ce soir, mais aussi tous ceux qui ont contribué. Moi, j'en ai été témoin, donc je peux vraiment vous le dire, c'est un travail de longs mois. Vraiment, chaque semaine, tout le monde se réunit en visio, etc. Il y a un travail au long cours, il y a des questions qui se posent, des remises en question permanentes, etc. Donc, je voudrais qu'on salue vraiment le travail incroyable qui est effectué par toute cette équipe, vraiment, et que, évidemment, tous ceux qui ont fait partie des équipes puissent monter sur scène. On va peut-être proposer de faire une photo avec Lyon, également Lyon, si vous voulez bien aussi, Franck, Emma et Salima vous mettre aussi sur scène. On va faire, si vous voulez bien venir de mon côté, comme ça on sera devant l'équipe de Lyon. Ce sera, voilà, comme ça, je fais les maîtres de cérémonie, venez.
On va se remettre ici, comme ça. Hop, Corinne, mets-toi au milieu, s'il te plaît. Avancez-vous un tout petit peu, parce que là, vous avez la visioprojection dans la figure. Avancez. Non, mais mettez pas les hommes derrière comme ça, c'est pas cohérent. Vous n'êtes pas crédible du tout. Voilà, venez, voilà. On va remercier tout le monde, faire la petite photo souvenir avant de vous inviter à, évidemment, partager le cocktail qui va suivre. Remercier, évidemment, les équipes du MEDEF qui nous ont accueillis vraiment chaleureusement, royalement, ici, au MEDEF à Paris, mais aussi toutes les équipes de l'IAE qui nous ont accueillis à Lyon, à la faculté Lyon 3. Merci infiniment d'avoir répondu présent à cette invitation. Est-ce que j'ai oublié quelque chose, Corinne ? Je ne crois pas, hein. Merci, surtout on vous donne rendez-vous bien évidemment l'année prochaine, pour la prochaine soirée de l'âme. Le rendez-vous est fixé. En novembre, l'année prochaine. Je crois qu'on peut remercier et féliciter Corinne pour tout ce travail. Merci beaucoup et bonne soirée.